C'est drôle d'être assis devant un micro de TVA comme ça. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous tous. Merci d'être là. Très nombreux, semble-t-il, par rapport aux habitudes. Je salue aussi les internautes qui nous regardent en direct et ceux qui nous regarderont en différé aussi au cours des prochains jours ou des prochaines semaines. Tout ça, évidemment, grâce à l'équipe de technologie de l'information qui nous permettent de diffuser nos conseils d'administration en public. Alors, ceux qui sont habitués vont noter qu'il y a des changements à cette table. La semaine dernière, le Conseil d'agglomération de Montréal a entériné les nominations au Conseil d'administration de la STM. Et à cet égard, je me présente. Je m'appelle Philippe Schnob. Je suis le nouveau président de la STM. Je suis également le représentant du client du transport collectif. Et je suis très heureux d'être parmi vous, très heureux aussi d'être entouré du Conseil. Mais je veux d'abord, avant de vous présenter les gens à la table, souligner le départ des anciens membres du Conseil, notamment celui de Michel Labrec, que je salue, de M. Bernard Blanchette, de Mme Monica Ricourt, M. Richard Bergeron et de Mme Elsie Lefebvre, que je remercie pour tout le travail qu'ils ont effectué à la STM pendant leur mandat. Et maintenant, je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. D'abord, où est-il? Jean-François Parenteau. Ah non, il n'est pas là, c'est pour ça que je ne le vois pas. Jean-François Parenteau, qui a dû s'absenter, qui est maire de l'arrondissement de Verdun. Également Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement. Bonsoir Nathalie, de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Monsieur Pierre Gagné, de l'autre côté, maire de l'arrondissement Huntsic-Cartierville. Et Mme Marie Plourde, conseillère d'arrondissement du district Mylène dans le plateau Mont-Royal. Alors, bienvenue aux nouveaux membres et je vous présente ceux que vous connaissez déjà, les membres qui ont été reconduits, notamment M. Marvin Rotran, vice-président de la STM, conseiller de ville de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et vice-président donc du conseil d'administration. M. Francesco Miele, conseiller de la ville de Montréal du district Côte-de-Liesse et également leader de la majorité au conseil municipal. Et Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif, des membres âgés de moins de 35 ans. Marie Turcotte, représentante des clients du transport adapté. Je souligne également l'absence et la reconduction au conseil de M. Édouard Janisewski, maire de la ville de Dollard-des-Ormeaux. M. Janisewski ne pouvait être avec nous ce soir. Et je vous présente, vous le connaissez, Carl Desrosiers, qui est directeur général. Et au bout de la table, Maître Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice exécutive aux affaires juridiques. Également Mme Danielle Porret, qui est assistante secrétaire. Alors, j'ai l'intention d'abord de maintenir certaines traditions, notamment la longue tradition de la STM, mais surtout celle instaurée par M. Labrec en faisant le tour des grands dossiers du dernier mois. D'abord, je salue Michel Labrec, qui a donné un souffle à la STM pendant son mandat. Moi, j'ai l'intention de le maintenir, d'aller plus loin encore et de maintenir les projets auxquels Michel Labrec avait été associé, notamment les voitures Azur qui s'en viennent. Au cours des prochains mois, on va vous parler des nouvelles voitures. On va vous parler aussi de voies réservées pour bus. Je pense que c'est un moyen simple, efficace et rapide d'améliorer la fluidité. On va vous en parler même ce soir dans certains dossiers qui seront soumis au Conseil. Et à titre de représentant de la clientèle, je veux m'assurer que tout est fait aussi pour améliorer l'expérience du client. Moi-même, je suis client. C'est un privilège, d'ailleurs, à titre de client, d'être assis à cette table pour poser les questions aussi que les clients se posent. Et ce sera aussi un privilège de répondre à vos questions ici même ou quand on se croisera dans le bus ou dans le métro, parce que j'ai l'intention, évidemment, en plus des fonctions que j'occupe ici, de faire le tour du réseau régulièrement à toute heure du jour et de la nuit pour échanger avec les clients et échanger évidemment aussi avec les clients du transport adapté à certaines occasions. Notre nouveau CA va avoir à prendre des décisions importantes pour assumer l'entretien du réseau, un réseau qui est bien entretenu. Vous savez que c'est une garantie de fiabilité et un réseau fiable, donc des bus qui arrivent à l'heure, un métro qui roule, c'est la base d'une bonne expérience pour les clients et on va maintenir cette bonne tradition. Mais pour ça, il faut des sous. On va avoir à se prononcer sur le budget 2014 au cours des prochaines semaines et je vous assure que nous serons présents, mes collègues et moi, sur toutes les tribunes pour continuer à demander un financement dédié, indexé et récurrent parce que c'est la seule manière de garantir que nous allons continuer à vous offrir le service de qualité que vous attendez de nous. Parlant de service de qualité, vous avez certainement vu à la télévision
les voitures Azur, les voitures qui s'en viennent, magnifiques pour ceux qui les ont vues, qui en ont témoigné. Il y a 2 semaines, on a procédé au dévoilement de ces voitures-là à la Pocatière. Et vous savez que la STM en a commandé 468. Vous allez commencer à les voir sur les rails un petit peu plus tard cette année. Vous allez être envoûtés. Moi, j'ai hâte de les voir aussi. Là. Je ne les ai pas vus, mais on parle de leurs fenêtres à effet panoramique, des portes plus larges, la suspension plus douce, la plus grande capacité aussi. On pourra attirer 8 plus de passagers, accueillir plus de passagers. Et vous savez que c'est un train qui est complètement ouvert, alors vous allez pouvoir circuler d'une voiture ou à l'autre quand elles seront moins occupées. Bref, c'est ça la grande nouveauté de 2014 et j'ai bien hâte que vous puissiez y entrer. Il y a une autre innovation qui a été annoncée récemment, ça s'est fait en présence de la première ministre, Mme Marois. Montréal a été choisi pour faire partie de la recherche de solutions en matière d'électrification des transports. On a donc été associé au projet Cité Mobilité Montréal qui vise la mise en service par la STM de 3 bus Nova 100% électriques en fin de 2015 pour des essais hors service. Donc, vous allez les voir sur la route, pas dans un avenir immédiat, mais en 2015. Ils seront d'abord exploités sur une ligne existante sans passagers et ensuite avec des passagers plutôt entre 2016 et 2018. Tout ça, évidemment, fait partie de la stratégie pour faire de la STM une entreprise qui n'aura que des véhicules, des autobus 100% électriques. C'est dans le plan 2020. Et dans la même veine, on va débuter sous peu l'essai d'un bus régulier à propulsion électrique prêté par l'entreprise chinoise BYD pour Build Your Dream. Un bus régulier qui sera coloré, donc il ne passera pas inaperçu. Vous pourrez le voir dans le quartier, Antique Quartier-Ville, le quartier de M. Gagné. Les essais sur route vont se dérouler au printemps 2014. On a parlé de voies réservées, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a mis en service récemment, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, une voie réservée sur le boulevard Côte-Vertu, une voie réservée de 3,9 km. Il y a aussi des feux prioritaires pour bus et qui vont permettre évidemment aux bus de passer devant la circulation automobile en priorité. C'est une des voies. Il y en a eu d'autres qui ont été mises en service cet automne, notamment sur le boulevard Léger-Perra, Côte-de-Liesse. Il y a des travaux en cours pour compléter les voies réservées sur Sherbrooke, en direction ouest notamment. Donc, beaucoup de projets en cours, et d'autres que vous verrez au cours de 2014. On a été interpellé aussi par la fermeture du pont Champlain. On a fait partie de la solution, c'était essentiel. Alors, dans le cadre de la fermeture préventive, au cours des derniers jours, on a mis en place des mesures pour pallier la situation et ça a eu du succès. On avait ajouté un train sur la ligne jaune. Ça a permis une augmentation de l'achalandage de 15 2000 clients de plus par jour. Alors, félicitations à l'équipe qui a réagi rapidement pour pouvoir intervenir dans cette situation qui s'est présentée, qui ne faisait pas partie de la planification. Pas de la planification, en tout cas, à ce moment-là, pas à court terme. Et je souligne en terminant le prix que Marie Turcotte a reçu, un prix de leadership qui a été présenté par l'Association canadienne des transporteurs urbains. C'est un prix leadership des individus qui a été remis pour récompenser ses efforts et son engagement indéfectible envers l'accessibilité universelle dans les transports collectifs. Marie Turcotte, vous le savez, joue un rôle important dans la défense des droits de la clientèle. Alors, bravo Marie, félicitations. Alors, on passe donc à la période de questions du public. Vous comprendrez là, que c'est mon 4e jour à la STM, alors je n'aurai pas réponse à tout, mais je suis entouré de gens qui ont beaucoup de réponses et en cas de besoin, de gens qui sont assis devant, qui sont des directeurs exécutifs. Alors, je vais faire de mon mieux pour répondre à vos questions et le cas échéant, M. Desrosiers ou M. Breton ou les directeurs pourront répondre. J'appelle donc Max-André Burel-Favron. Non, pas Max, mais Marc. Marc? Ah, je m'excuse, Marc, c'est écrit Max. Alors, j'appelle Marc-André Burel-Favron. Ah, voilà, ça sonne mieux à mon oreille, merci. Je vais vous aider un petit peu ce soir. Je ne ferai pas de long préambule à chacune de mes questions. Et je vais également vous aider en vous disant qu'il y a une constance à l'intérieur de mes questions, c'est-à-dire que plusieurs d'entre elles peuvent s'appliquer au principe d'accessibilité universelle tel que vous l'appliquez à l'intérieur de votre politique et de vos agissements quotidiens. Donc, voici mes questions. Combien y a-t-il d'employés de la STM
présentant des limitations fonctionnelles. Il y a eu des efforts de fait dans les dernières années pour faire en sorte de renouveler un peu les employés de la STM. Je pense qu'il est grandement temps que ces mêmes efforts du côté du service de la dotation soient faits afin qu'un plus grand nombre de personnes ayant des limitations fonctionnelles puissent s'épanouir à l'intérieur de la STM. Ma deuxième question est la suivante. La STM entend-elle devancer la formation des chauffeurs du service de navette d'or pour que les personnes ayant des limitations fonctionnelles puissent enfin l'utiliser? Et enfin, quels sont les véritables enjeux autour de la non-accessibilité du métro Vendôme? Et là, je préciserai, avant de vous souhaiter une belle soirée, d'un des édicules du métro Vendôme qui pose problème en termes d'accessibilité. Et avant de vous céder la parole, je vous dirai ceci. Pourquoi j'amène cette question-là précisément ce soir? C'est que le fameux édicule problématique sera situé à quelques pas d'un des nouveaux hôpitaux montréalais qui seront des plus accessibles par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Ce serait logique que des efforts soient poursuivis, sinon augmentés, afin de faire en sorte de permettre l'accessibilité universelle du métro Vendôme et de cet édicule en particulier. Merci. Bon, merci, Marc-André. Je vais d'abord vous dire qu'on va parler de cette situation-là, métro Vendôme. Je vais tout à l'heure demander à M. Rotran de répondre à la question plus précisément. Pour ce qui est du nombre d'employés de la STM qui présentent des limitations fonctionnelles, je n'ai pas de réponse précise. Je ne sais pas si M. Desrosiers en a une. On vous reviendra avec les chiffres précisément. C'est important pour nous. L'accessibilité à l'emploi, c'est quelque chose dans lequel on fait beaucoup de projets. Il y en a, j'en connais. Le nombre exact, je ne l'ai pas, mais c'est notre volonté d'augmenter le nombre. C'est important pour nous et on va travailler fort là-dessus. On vous communiquera avec vous pour vous dire le nombre qu'on a actuellement. Marie? Marie veut rajouter quelque chose? Retirer sur le micro. En fait, au mois de juin dernier, il y a eu un forum ouvert sur la question de l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Et à la suite de ça, il va se dresser un plan d'action pour justement mettre des mesures pour faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap à l'emploi des personnes handicapées, mais également penser à des mesures pour que cette personne-là puisse monter des échelons, tout comme tout autre employé à l'intérieur de l'entreprise, puis aussi le maintien en emploi. Fait qu'à la suite de ce forum-là, il y a un plan d'action et il y a un suivi qui va se faire au comité des ressources humaines, qui est un comité du conseil, comité de travail. Alors, on vous reviendra avec le chiffre précis, mais vous voyez déjà qu'il y a une sensibilité. On est sensible à cette question-là. Pour ce qui est de la question, est-ce que la STM entend devancer la formation des chauffeurs du service de navette or pour que les personnes ayant des limitations fonctionnelles puissent l'utiliser? Je demanderai à Marie, peut-être, ou à Carl de répondre. Écoutez, on va vérifier. On va vérifier ce point-là. Normalement, les chauffeurs de navette or n'ont pas une formation différente des autres. Je sais qu'on a fait de la formation dans ce domaine-là pour certaines catégories d'emploi, mais on vérifiera. En fait, juste un instant, juste pour vous dire que c'était la manipulation de ce qui nous sert d'ascenseur à l'intérieur des autobus qui posait problème à une certaine époque. Je veux connaître les avancées à cet égard. On a vos coordonnées, là, on sera en mesure de revenir avec, puis revenez nous voir si jamais vous avez d'autres questions, ça nous fera plaisir. Mais M. Rotran va vous parler maintenant du métro Vendôme. Bonsoir, M. Borel-Favron. Le réseau initial de métro à Montréal et le prolongement des années 80 qui inclut la station Vendôme était construit sans prendre en considération le concept d'accès universel. Ce n'était pas un enjeu au Canada autant. Et maintenant, dans les années 2010, on est en train de rectifier la situation avec un programme de rétroaction pour installer les ascenseurs et rendre beaucoup plus conviviables les stations métro pour la clientèle de mobilité réduite. Les coûts par station sont énormes, entre 5 et 20 millions de dollars. Et le budget de la STM n'est pas capable de répondre
à une rétroaction rapide. Le coût pour l'ensemble des réseaux pourrait aller à presque $1 milliard. Nous avons averti le conseil municipal, le conseil d'agglomération, et le conseil a fait appel au Québec avec une demande pour que Québec ajoute à notre programme triannuel de mobilisation. On a des stations prioritaires, des stations où on a déjà installé des ascenseurs. Il y a des stations en cours d'être transformées, comme Snowden. On vient de commencer il y a quelques mois un programme qui va installer 3 ascenseurs là-bas. Des stations comme Champ de Mars qui va desservir, le CHUM qui va ouvrir en quelques années. Mais votre question sur Vendôme est très pertinente. Vous demandez c'est quoi les enjeux pour l'STM? L'enjeu principal est la sécurité dans la station. L'achalandage va augmenter par 35 une fois que le centre université santé McGill va être ouvert. Ça, c'est sur une base quotidienne. Donc, les questions de gestion de la mobilité dans la station, nécessité d'avoir des entrées-sorties plus larges, plus sécuritaires. Et on vise la construction d'un deuxième édicule à l'est de la station principale avec un tunnel. Mais il y a aussi l'enjeu que nous appuyons la démarche faite par l'arrondissement, parce que j'ai été le conseiller qui a fait cette motion, demandant une solution à la problème d'accès direct pour la clientèle de mobilité réduite à le centre universitaire santé McGill. Ça va prendre un tunnel, ascenseur tunnel accessible pour les gens en chaise roulante pour accéder. Mais le coût est estimé à 70-75 millions de dollars. Évidemment, ce ne doit pas être le STM qui paye pour l'ajout d'un équipement à cause d'un choix sociétal de construire une supra-hôpital à côté de la station intermodale. Nous avons fait appel au Québec jusqu'à maintenant. Ils répondent avec des solutions temporaires qui vont aider la situation, mais qui ne répondent pas aux gens en chaise roulante. La discussion poursuit. Le nouveau maire de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, M. Copeman, a fait une promesse électorale de rassembler les partenaires qui sont le CUSUM, Agence métropolitaine de transport, le STM et le ministère des Transports du Québec pour trouver une solution. Je comprends la situation. L'hôpital va ouvrir en 2 ans, même si on trouve une solution dans le mois ou 2 ou 3 qui viennent. C'est fort probable que la station ne va pas être accessible pour gens en chaise roulante vers l'hôpital quand l'hôpital va ouvrir. Mais la volonté est là de tous les partenaires de trouver une solution. Vous voyez que le Conseil est sensibilisé quand même à la situation. Merci. Au revoir. Madame Gaétane Grenier, qui veut nous parler du transport adapté. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir, Bonsoir. Et ça marche tout ça? On dirait que ça ne marche pas. Approchez-vous un peu. Là, je vous entends. Moi, je ne m'entends pas. Ah ben c'est correct. Moi, je vous entends. Bonsoir, les membres du Conseil. Vous me connaissez? Ça fait quelques fois que je viens, mais là, c'est principalement pour rencontrer M. le nouveau président. Je vous ai vu en ligne. J'ai regardé les CA de la dernière année. J'ai déjà vu. Oui. Oh. J'étais un peu inquiète de votre présentation ce soir, qui était très bien faite. Félicitations, mais vous n'avez pas parlé de transport adapté. Là, je suis venue inquiète. J'ai dit, mon Dieu, il ne s'occupera pas du transport adapté, lui. À un instant, allez-vous vous en occuper? Bien, je l'ai dit dans mon mot. J'ai dit que je voulais rencontrer les clients, incluant les clients du transport adapté. Mais on a Marie qui nous représente. On est chanceux. Oui, bien oui. Elle vous représente très bien, d'ailleurs. Ah oui, je suis contente. Ça me satisfait, moi, ça. Fait que ma petite question, c'est le centre d'appel. Le centre d'appel, on appelle au transport adapté. Nous recevons trop d'appels, veuillez rappeler plus tard. Nous recevons trop d'appels. Pourquoi ne pas augmenter les préposés qu'il y a? Il n'y a pas assez de proposés au centre d'appel. Il n'y a pas assez. Ça prend des millions encore. Je parle encore de millions. Oh, c'est toujours la même affaire. Ben oui, ça prend de l'argent, vous avez raison. J'ai des statistiques par ailleurs. Je sais que c'est long, là, mais le temps d'attente moyen est passé de 5 minutes 31 en septembre à 4 minutes 40 en octobre. Je sais que c'est quand on attend 4 minutes, ça nous semble une éternité. Ça nous semble une éternité. C'est pas, je comprends la situation. Vous savez que la croissance des demandes au transport adapté est énorme. Et moi, je laisse M. Desrosiers finir, mais je vous ai entendu, puis d'autres venir ici au micro déplorer cette situation-là. M. Desrosiers de notre côté, lui. Pardon? M. Desrosiers de notre côté. Bien, il n'y a pas juste M. Desrosiers qui est de votre côté, on est tous de votre côté.
Il faut trouver des moyens. Vous comprenez que la croissance est grande et les moyens qu'on nous donne restent très stagnants. Oui. Alors, il faut aussi sensibiliser. OK. Vous savez, le gouvernement du Québec nous donne une subvention aussi pour le transport adapté, mais Oui, je le transport sais, adapté monte comme ça, puis la subvention reste comme ça. Alors, il faut qu'on se parle. Il faut que vous parliez aussi de votre côté. Ouais, à ceux qui... Inquiétez-vous pas que je le parle. Oui, vous allez le faire. Ah oui. Monsieur Desrosiers. Mais en fait, sur ce point-là, vous vous souvenez, cette année, il y a une décision du gouvernement du Québec de baisser un peu la subvention. En fait, ils ne nous suivent pas au niveau achalandage. L'achalandage monte de 7 par année, nos coûts aussi, et ils n'ont pas suivi. On aurait pu prendre la décision de ralentir le nombre de déplacements. Ça n'avait pas de bon sens. Fait qu'on a décidé de protéger ça. Malheureusement, comme on n'a pas trouvé l'arbre qui faisait pousser les dollars, il a fallu serrer un peu plus ailleurs. Et le centre d'appel, on n'avoue pas autant de ressources qu'on voudrait faire parce qu'on a voulu protéger le nombre de déplacements. On essaie de trouver des solutions. Vous avez vu le dernier mois, ça s'est un peu amélioré. On est sensible, mais on est comme vous. On va faire des pressions pour avoir plus de sous pour améliorer la situation. Monsieur le Président, comptez sur moi que je vais les achaler. Bien, faites-le. On va vous donner leur adresse. Merci, merci, merci. Monsieur Aubé Laufer. Bonsoir. Thank you, Mr. President, and good luck on your new appointment. I have two questions. I'll make it brief. Question number one, can you tell us how much experience do you have working with the STM? That's question number one. Question number two, is there any plan to increase the fares in 2014? So you're asking what is my experience working with the STM? Exactly. 4 days. What is my experience as a client of the STM? Around, well, say I'm 50, so probably 30 years or a little bit more. Okay, I hope I'm not trying to offend you in any way, Monsieur Philippe. And as for the fares, so we had a long discussion about that in this afternoon's board. And we will have some, we studied a lot of options, and we will come back to you about the solution in the next few weeks, I would say. Oui, Monsieur Rotran. I'd like to add a little bit for each of the questions you asked. I'm going to say this on the record. I thought the debate at City Council last week was a bit inelegant in terms of the nomination of the new board. And I want to say I have every confidence in every member of this board working collegially and for the public interest. We have excellent staff, and if today's meeting was any indication, the board will be very productive. Number two, I anticipated you would be back tonight. I know you asked a question on exactly this subject last month and was told that the new board would handle the situation. Exactly. All I can tell you is our costs are definitely up. Clearly every year we have additional labor costs. It's built in our contracts, fuel's up, parts are up. Our problems are well known, have been well explained at council before. So I think it's normal to anticipate a fare increase. It shouldn't come as a surprise. What needs to be known is exactly the type of money we're going to have from the agglomeration of Montreal. There's a new administration, and discussions have begun. I suspect you will be hearing more information on exactly this topic within 10 days. Supplementary? It's my first day here, okay. Okay, I would like to apologize. Because it will be your third question. No. I'd like to apologize if I offended you. It wasn't meant to be. As for the fare increase, would it be according to the cost of living, or would it be more than that? Maybe you could. Well, we're looking to a lot of options, and everything will be exactly. I clearly want to back that up. It's premature to say anything. There are too many variables that are not known at this moment, and the new administration has just been put in office. The City Council doesn't actually have to pass the budget till late in January, so it's extremely premature. But we are looking at our needs, what we want to offer our clients. I mean, clearly, we want the best possible service, the best experience at the lowest possible cost to the client, but we have to run a transit commission, pay our bills, and assure that the quality of service is good. And, there are a lot of complex negotiations going to have to take part in the next 10 days or 12 days or something. But I guarantee you'll be hearing before the Christmas break. Thank you very much. Monsieur Nestor Kaouras. Je le prononce bien? Merci. Il veut nous parler de voies réservées, je crois. Oui, j'ai deux questions, en fait. Deux questions. La première,
Elle est reliée aux voies réservées qui vont être des voies réservées pour autobus et taxis qui vont être installées sur la rue Grenet, qui était supposé être fait cet automne, mais là, ça a été probablement reporté au printemps. Oui. Puis en fait, c'est ça, moi je suis ici pour vous indiquer que les résidents qui habitent le long de la rue Grenet s'opposent à ce projet pour plusieurs raisons que je pourrais énumérer ici. Mais aussi, on a préparé une pétition et jusqu'à date, on a ramassé à peu près 100 signatures de résidents qui habitent dans le quartier qui s'opposent à ce projet. Les raisons pourquoi on s'oppose à ce projet, c'est parce que elles sont multiples. Premièrement, on voit déjà qu'il y a un achalandage augmenté des autobus, puis le rajout d'autobus sur ce tronçon de la rue. Là, ça commence à devenir plus comme une zone de transit. Et là, ça peut menacer la sécurité des résidents du quartier, puis aussi les usagers des lieux. Et nous, on veut garder ça comme un quartier résidentiel, non pas le convertir dans une zone de transit. Surtout parce qu'il existe déjà des rues adjacentes qui sont déjà aménagées avec des voies pour autobus et pour taxis, notamment la rue La Chapelle, Marcel-Lorrain et Laurentien. L'autre chose, c'est ça cause des problèmes de stationnement pour les résidents. Ils ne pourront pas stationner leur voiture pendant les heures de pointe, soit de l'un côté ou de l'autre côté de la rue. Et la plupart des personnes qui ont un stationnement sur le terrain peuvent accommoder une voiture en ce moment. Et en hiver, c'est sûr que c'est seulement une auto qui peut stationner. Alors, ça va causer des problèmes pour les résidents qui habitent déjà. Alors, on veut vraiment que vous puissiez prendre en considération ces points et réviser la pétition qu'apparemment vous avez reçue, je crois, lundi, d'après les informations de votre conseillère, Mme Tran, et de réévaluer ce projet pour envoyer les autobus que vous voulez utiliser sur la rue Grenet, sur les autres rues adjacentes qui sont déjà aménagées et qui sont plus des rues commerciales. L'autre point que je veux considérer ce soir, c'est dernièrement, on a remarqué qu'il y a eu une augmentation du nombre d'autobus qui circulent sur la rue Grenet. Et plus spécifiquement, c'est une augmentation des autobus de la 64. Et ça, on peut le comprendre parce que vous voulez favoriser le transport en public pour tous les clients qui veulent utiliser les autobus. Mais là, il y a eu un rajout d'autres autobus qui s'est fait, et notamment des autobus express comme la 468. Et plusieurs années avant, c'était la 55 de Laval, en fait, qui a été rajoutée. Et le problème qu'on a en ce moment avec l'ajout des autobus express, qui pourrait arriver encore dans le futur, des ajouts supplémentaires d'autres autobus, surtout s'il va y avoir une voie réservée d'installer. Le problème que nous avons avec la 468, c'est qu'elle ne dessert pas les gens qui habitent le long de la rue Grenet. Elle fait seulement un arrêt sur la rue au coin d'Henri Bourassa, puis le dernier arrêt qui se fait au terminus. D'accord. Écoutez, je prends en note vos questions. Ouais. C'est mon 4e jour. J'irai voir sur la rue Grenet, il faut que je la voie, il faut que je la visualise, mais les gens ont déjà fait tout un travail pour aller vérifier la faisabilité de ça. Je vais laisser M. Desrosiers vous donner quelques explications sur l'état d'avancement. Écoutez, je vais dire comme le président un peu, on va prendre, c'est bien donné, on vous remercie. On va évidemment regarder vos arguments, voir ça, mais il est clair que l'avenir du transport en commun passe par les voies réservées. Et ça, c'est planétaire. Si on compare Montréal aux autres villes, on en a beaucoup moins, on doit en faire. On est tout à fait conscient que lorsqu'on en fait une, il y a des inconvénients. Quand on ajoute des bus, c'est parce que la demande est là. Et là, on le fait. On va prendre ça en considération. Il y a des gens qui vont venir pour vous répondre à vos points, mais il est clair qu'on a, nous, Québec, la Ville, a comme plan d'accroître le service. Les choix de où on place les lignes de voies réservées, souvent, sont dictés par des critères de transport, de volume. Et c'est un axe qui a beaucoup de volume. On parle d'à peu près 15 000 passagers par jour. C'est énorme. Donc, on va regarder ça, puis on va vous revenir. OK. Est-ce que je peux juste rajouter une chose? Oui. Sur la rue Grenet, il y a plusieurs autobus qui passent en ce moment. Et je crois qu'il y en a 5 qui sont de Montréal, puis un qui est de Laval. OK. Et sur les rues adjacentes, qui sont juste 2 rues d'à côté.
et 3 rues. Là, il y a 1 ou 2 autobus qui utilisent ces rues-là, et ces rues-là sont déjà aménagées avec des voies réservées. OK. Et c'est ça qui me concerne, parce que ces rues-là sont déjà des rues plus commerciales. Écoutez, on doit aller dans les prochains jours, voir la nouvelle voie réservée sur Côte-Vertu. Là. On sera dans ce coin-là, donc on en profitera pour faire un détour. Si vous permettez. Oui, Francesco. Monsieur Miele. Lorsque vous vous référez à d'autres axes qui ont déjà des voies réservées, le tronçon qui est sur Marcel-Lorrain est très court par rapport à ce qui est proposé sur Grenet. Et sur La Chapelle, ma connaissance, j'ai pas souvenir qu'il y a une section de voies réservées. Donc, ce qui est proposé comme axe sur Grenet est beaucoup plus important en termes de longueur et surtout de fluidité pour accentuer la fluidité. L'autre chose, c'est qu'il y a eu une soirée d'information qui était ouverte à la population il y a quelques mois, quelques semaines, je dirais. Et il y a, à ma connaissance, eu très peu d'opposition à ce moment-là, lors de cette soirée-là. Des avis avaient été envoyés Oui, aux citoyens. On a reçu l'avis. Donc, en fait, sachez que ça s'est fait en toute ouverture envers la population locale. Je peux parler certainement à mon nom en tant qu'élu à Saint-Laurent, parce que, évidemment, ça touche également une partie de mon arrondissement. Peut-être que M. Marc Bélanger peut ajouter... Oui, bonsoir, M. le Président. Marc Bélanger, directeur planification et développement. Simplement comme complément d'information, l'axe Grenet est un axe où il y a plus de déplacements en transport en commun qu'en automobile. 56 des déplacements sur l'axe Grenet se font en autobus. Donc, évidemment, pour nous, dans les analyses qu'on fait, évidemment, dans nos choix, des critères, ça devient un axe qui devient un axe très important pour l'implantation de mesures préférentielles d'autobus. Vous avez fait mention du stationnement. Évidemment, la question du stationnement est toujours une préoccupation lorsqu'on implante des voies réservées ou des mesures préférentielles d'autobus. Et évidemment, on a regardé avec les arrondissements d'Annecy-Cartierville et aussi avec l'arrondissement de Saint-Laurent s'il y avait moyen de modifier quelque peu la réglementation du stationnement dans les rues adjacentes à moins de 250 mètres qui pourrait offrir une alternative pour stationnement sur rue. Vous avez enfin parlé de d'autres axes. On parle de Marcel-Lorrain notamment, qui est peut-être plus commercial et puis qui pourrait peut-être, selon certains, s'apprêter un peu mieux à des voies réservées. Il faut comprendre qu'on parle d'un axe qui a à peu près 5 000 déplacements quotidiens versus 15 000. Donc, évidemment, pour le transport en commun, l'axe du Grenet devient assez important en termes de déplacement clientèle. Je vous remercie. Merci, M. Bélanger. Merci. Bonsoir. Madame Patricia Landry-Lalande. De la rue Grenet. Oui, exactement. Toujours la rue Grenet. On aurait beaucoup à se plaindre. Je vous dis, on va aller faire un tour. Il faut que je la voie, la rue. Quand tu parles de... Moi, tenez le micro près de votre bouche. Oui. Quand j'entends là, la fluidité, puis la possibilité d'augmenter beaucoup le nombre de gens qui vont aller sur les autobus, il faudrait peut-être penser aussi aux payeurs de taxes que nous sommes et qui, on ne peut plus jouir de notre propriété parce que ça devient un axe tellement commercial que ça devient presque invivable. Bon, moi, je vous dis ça en passant, là, mais ce n'était pas mon but. Mon but, c'est que on a à se plaindre des chauffeurs d'autobus. On appelle constamment au numéro, ils sont supposés les avertir, mais on est toujours pris avec le fait qu'ils s'installent des 20 minutes durant en face de nos propriétés, moteur en fonction. Je pense que c'est inadmissible. Je pense que ce qu'on m'a dit, moi, il pouvait être 4 minutes et le moteur éteint. Alors, c'est intolérable. Je pense que c'est beau avoir des beaux véhicules, mais il faudrait peut-être penser donner une éducation à vos chauffeurs d'autobus. Écoutez, Mme Landry-Lalande, je demandais à Carl de nous expliquer peut-être un peu la mécanique, là, la procédure. Ils sont même impolis. Mon mari est allé l'avertir une fois, là, et le type, il a fait... Je pense que c'est un peu inadmissible. Mais ce n'est pas acceptable, madame. Ça, vous avez raison là-dessus. On ne doit pas laisser le bus fonctionner durant 20 minutes. Non. On va faire une vérification. On a votre numéro de téléphone. Il y a des gens qui vont vous appeler pour avoir l'endroit très précis. On va faire une surveillance. Oui. Bon, parfait. Merci. Alors, j'espère que vous allez écouter aussi notre autre demande. Vous viendrez voir notre quartier.
La rue, elle a 42 pouces de large, tandis que la chapelle en a 58. Alors, je pense que c'est à considérer aussi. Bon. Pieds. Ça doit être des pieds, plutôt que des pouces. On n'a pas compté pouces. Madame Amy Lowe. C'est difficile d'avoir des détails précis que je peux voir. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Non, non. Bonsoir tout le monde. Merci. Alors, donc ma question c'est par rapport aux arrêts d'autobus. Je sais qu'il y a plusieurs arrêts qui sont prévus pour les abribus et c'est bon. Mais pour les autres arrêts qui ne sont pas prévus pour ça, c'est pas dans le plan d'accessibilité universelle d'avoir juste les bancs réguliers. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Moi, je marche, mais aussi j'ai besoin de me reposer, obviously. So, ça, c'est ma question. Donc, c'est par rapport à l'accessibilité. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de banc dans un certain nombre d'arrêts d'autobus, c'est ça qui vous préoccupe. Il y a eu une réalité, il y en a eu à une certaine époque, je crois qu'on en a enlevé. Mais c'est une préoccupation avec le vieillissement de la population aussi. Il y a des gens qui sont à mobilité réduite, mais les personnes âgées aussi aimeraient peut-être se déposer un peu en attendant l'autobus. Ouais. Avec les nouveaux systèmes qu'on aura bientôt, e-bus par ailleurs, les gens sauront dans combien de temps l'autobus va arriver, donc pourront mieux organiser leur déplacement. Bon, mais c'est un petit peu plus tard cette année, ça ne réglera pas le problème dans les prochains mois à court terme, mais à long terme, on pourra mieux planifier. Donc, théoriquement, on attendra moins longtemps l'autobus parce qu'on sortira de la maison en sachant que ça nous prend 3 minutes, 4 minutes à nous rendre et on attendra moins. If I can just respond, okay. It's important to plan your events, and when you have reduced mobility or diverse mobility, it's also important to know how long you're going to be standing at a bus stop. Je comprends. But at the same time, like it's in your plan of accessibilité universelle. D'avoir une utilisation similaire pour tous. So I don't know how that factors into someone who can stand equally long as someone who needs to sit. Mais c'est une bonne question. C'est une question qui m'avait été posée même pendant l'été, pendant la campagne électorale. Des gens me disaient, il n'y a plus de banc pour s'asseoir, qu'est-ce qu'on fait? Puis je pense qu'on peut avoir une réflexion là-dessus pour voir comment on peut permettre aux gens de se déposer, en tout cas au moins un petit peu, en attendant l'autobus. Mais ça demande des investissements quand même, parce qu'il y a combien d'arrêts d'autobus? Oui, il doit en avoir des centaines, sinon plus d'un millier peut-être, vous savez? Oui, but it's not like... Alors imaginez, si on veut faire ça, il faut multiplier par 8000. Alors ça finit par donner des millions au bout du compte. Il y en a 9000, ça fait qu'au bout du compte, ça a un impact budgétaire important, même si c'est des idées simples. The right to use transit isn't dependent on how much money you have, if I'm correct. Monsieur oui. President, do you want your answer in English or French? Sure, English. English, okay? All right, fine. What we're trying to do, Ms. Lowe, is to make the experience as pleasant and comfortable as possible for riders. We're a winter city, so one of our preoccupations is snow. Our deal with the City of Montreal and the other municipalities on the island which we serve is that they give a priority to snow clearing at bus stops. That's the parameter that's written into their snow clearing contracts with their blue-collar workers and with their private snow removal people, making the stop more accessible and safer. Number two, we also work very hard to make sure our buses are on time. We try to make sure our time performance is always better. We really work hard on that because we don't want a situation where a person may miss the bus because the bus was early or the bus is way late, and it makes it a very unpleasant situation and possibly even an uncomfortable or even dangerous situation for a person who's less mobile. Third of all, as the President mentioned, we are going to be using the technologies of the future to change the way that our riders interface with us. You'll be able on a cell phone
to have the application that allows you to know exactly where the bus is. Or in your computer? Or on your computer, on the internet. And at certain major stops, we're going to have real-time information posted. You'll be able to look at the stop and say, oh, the number 15 bus is coming by here in 2 minutes. The bus after that is 6 minutes. The bus on Amherst is coming in 5 minutes, and one after that is in 11 minutes, whatever. And you'll be able to see that. Now, that's not going to be at every stop. So in other words, we're using the strategies which we think will have the biggest bang for their buck. As to the other solution that you propose, we're willing to look at that for particular stops where that might be appropriate. It's not necessarily appropriate everywhere because of pedestrian flow, snow clearing, and other factors, but we're looking at making as part of our universal access program, making it as simple as possible for persons to use public transit. Merci, Monsieur Rotran. Ça va? Yeah, I might just add that, a lot of people with disabilities are also living in poverty, so they don't have smartphones. So that's why I said your So, computer, and I guess the bachelor's information will be available over the phone as well? Yeah. With IBUS? Oui. Okay. Merci. And, welcome. Monsieur Jean-Yves Gagné. Qui veut nous parler de porte d'escalier des minibus. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Mon nom est Jean-Yves Gagné. J'utilise le transport adapté depuis 14 ans. Je suis régulier ici. Je viens assez souvent. Je veux d'abord féliciter le nouveau président et les nouveaux membres du conseil. Merci. Je dois vous dire que depuis 14 ans, il y a eu une amélioration énorme au transport adapté, ce qui a permis de voyager plus facilement pour toutes sortes d'activités, dont certaines relatives à notre santé. À titre d'exemple, ce matin, j'étais au gymnase en transport adapté. Mais c'est important. Le pot, maintenant, il y a un problème qui est non réglé depuis 14 ans. Le même problème depuis 14 ans. Les chauffeurs de minibus ne ferment pas leur porte d'escalier en hiver. En été, je m'en fous. Mais en hiver, quand un minibus arrive quelque part pour chercher quelqu'un, la première chose qu'il fait, le chauffeur, il ouvre sa porte d'escalier. Il laisse ouverte. Des fois, la personne attend, elle n'est pas prête. Des fois, le minibus reste 10 minutes, la porte d'escalier ouverte. Quand il fait moins 30, le froid s'engouffre dans l'escalier, dans l'autobus, le vent, puis la neige, des fois. C'est inacceptable, d'autant plus que les chauffeurs, ils ont un bouton à côté de l'escalier pour fermer la porte puis l'ouvrir. Ils ont juste à appuyer sur le bouton. Ils font pas. On parle de 95% du temps, là. On parle pas d'une fois de temps en temps. Il y a 3 motifs principaux pour lesquels ils doivent le faire. Premièrement, la courtoisie élémentaire et le savoir-vivre pour assurer le confort des clients du transport adapté. Parce qu'on est souvent 1 heure, 1 heure et demie dans un minibus, puis quand il fait froid, bien, c'est pas trop plaisant. Deuxième raison, le règlement le prévoit. M. Lemay, l'ancien directeur du transport adapté il y a 14 ans, l'avait même lu, le règlement. Troisièmement, à la formation des nouveaux chauffeurs, on leur apprend qu'ils doivent fermer la porte de l'escalier. Quand ils descendent, ils ouvrent la porte correcte, mais qu'ils referment après. Mais ils ne font pas. La porte reste ouverte souvent plusieurs minutes. C'est très déplaisant en hiver. En été, ne dérange pas. Je vous donne un exemple. Si vous puis moi, vos dépanneurs, je sors 5 minutes, 3 minutes, est-ce que je ferme la porte de l'auto ou je la laisse ouverte? Oui, non. Tous les directeurs du transport adapté depuis 14 ans à qui j'ai parlé du problème ont tout dit, tu as raison, on va régler le problème. Je parle de M. Lemay, M. Daniel Beauchamp, M. Lucier, qui a même envoyé une lettre de rappel aux chauffeurs avec leur chèque de paie de Noël dans le temps. M. Sicard, Mme Tadros, Mme Liette Vinette,
Monsieur Gagnon? Non, j'en ai juste parlé ce soir pour la première fois. Ah bon, ben, écoutez, ça va me faire plaisir d'entendre sa réponse, M. Gagnon. Peut-être une réponse semblable, mais oui, je vais l'inviter à nous répondre s'il est disponible. On va voir s'il est plus capable que les autres de régler le problème. Les autres m'ont tout dit, on va régler le problème, tu as raison. Ça fait 2-3 fois que je le soumets. J'espère qu'il ne vous dira pas qu'il ne réglera pas. Au CA. Ah, j'espère. Monsieur Gagnon va Monsieur Gagnon. de régler. Monsieur Mario Gagnon, qui est directeur du transport adapté. Ouais. Bonjour, Monsieur Gagné. Monsieur Gagné, effectivement, vous avez raison, c'est inacceptable. Et là, on parle vraiment de comportement. Et on va adresser la situation. Je ne vous promets pas que je vais régler la situation à chaque fois, mais on va revenir auprès des chauffeurs parce que vous avez raison, vous avez bien appris votre leçon. Vous avez sûrement assisté à une formation parce que c'est exactement les 3 bonnes raisons pour lesquelles le chauffeur doit fermer la porte. Non, j'ai jamais assisté à une formation. Il se doit d'assurer le confort du client et effectivement utiliser son bon jugement. Lorsqu'il fait froid, il se doit de fermer la porte. Alors, je vous promets que je vais revenir auprès des chauffeurs. Mais je ne vous promets pas que je vais régler la situation à 100%, mais on va faire des gros efforts. Effectivement, en été, ça ne dérange pas. Bon. Mais en hiver... Et puis, laissez-nous un peu de temps, puis vous nous reviendrez si ça ne se règle pas. Mais donnez-nous quelques mois. Ça fait 14 ans qu'on... Ça fait 14 ans. Bon, vous êtes patient? Je pense que vous avez eu le temps de voir à ça. J'espère. Bon, écoutez, non, mais c'est sérieux, vous avez raison. J'espère que ça va se régler. C'est vraiment déplaisant. Puis la plupart des clients sont trop gênés pour en parler. Vous le faites bien en leur nom, en tout cas. Merci beaucoup. Monsieur Gagné, bonsoir. Monsieur ou Madame Jonca. Monsieur Jonca. Qui n'est pas là. Ben, alors, je passe au prochain intervenant. L'intervenante, Mme Julie Michaud. Bonsoir. J'étais pour demander une question concernant la nouvelle entrée pour le métro Vendôme, mais vu que quelqu'un a déjà posé cette question, je vais demander autre chose. Donc, je me demandais en fait pourquoi les portes aux entrées des métros ont besoin d'être si lourdes. Vous pouvez parler en micro. Pourquoi les portes d'entrée aux stations de métro ont besoin d'être si lourdes? Parce que c'est non seulement inaccessible aux personnes ayant des problèmes de mobilité, mais c'est pas très accessible aux personnes qui n'ont même pas d'handicap. Et en plus, j'ai souvent voyagé avec une amie qui a des problèmes de mobilité au métro Lionel-Groulx, et l'entrée avec la porte automatique, elle ne fonctionne jamais. Donc, il faut toujours attendre que quelqu'un soit gentil et tienne la porte ouverte. Vous avez raison, les portes sont lourdes, puis j'imagine qu'il y a une raison pour ça. On n'a pas fait ça uniquement pour embêter les gens. Tout à fait. Lionel-Groulx, on va vérifier. C'est pas normal. Il y a probablement quelque chose, on va vérifier pour l'état. C'est toujours comme ça. On va vérifier. Merci de nous le Merci de l'information. souligner. Normalement, lorsqu'on installe un ascenseur, ça vient avec une porte qui est activée. Le deuxième, pourquoi les portes sont si lourdes, c'est que notre métro est complètement souterrain et il est assez étanche, ce qui fait que lorsque la voiture de métro se promène d'une place ou une autre, ça tire beaucoup d'air avec, jusqu'à 15 000 kg. C'est vraiment beaucoup d'air et ça fait ce qu'on appelle un effet piston, beaucoup de pression. On a fait des essais avec des portes beaucoup plus légères et elles cassent. C'est pour ça qu'ils sont lourdes. Pourquoi on a ce qu'on appelle des portes papillons, qui sont très, très grosses? C'est que si on a des portes régulières, à l'époque, on avait beaucoup ça, les gens étaient incapables de les ouvrir parce que la pression était tellement forte. Donc, on a installé une porte qui est beaucoup plus lourde, qui est balancée en plein centre, un peu comme un papillon, qui est moins dure à ouvrir, mais qui est, ma foi, un peu lourde, j'en conviens tout à fait. Mais on cherche une solution pour avoir une porte qui est solide, qui résiste à la pression et qui pourrait être un peu plus légère. Okay. Merci. Alors, M. Normand Parisien. Alors, bonjour, Monsieur le Président, bonsoir. Félicitations aux nouveaux membres du conseil d'administration, dont mon maire, Antique Cartierville, qui est ici ce soir. Alors, je vous souhaite bon succès dans cette mission et dans les années à venir avec le nouveau matériel roulant. Mais est-ce que vous avez eu le temps, Monsieur le Président, puisque pour Transport 2000, c'est très important, c'est de voir des usagers des transports en commun au Québec. Et avez-vous eu le temps, à titre de
de passagers, d'usagers réguliers, de clients de la STM, de formuler une vision d'entreprise que vous pourriez proposer pour 2014-2017. J'en ai déjà donné quelques lignes tout à l'heure. J'ai parlé de l'importance, à mon avis, d'augmenter les réseaux de voies réservées. Vous savez, comme moi, que les moyens sont limités. Les moyens financiers sont limités, que la façon la plus simple, économique, efficace et rapide, surtout, d'améliorer la proposition qu'on fait aux clients, c'est d'augmenter le nombre de voies réservées. Il y a déjà beaucoup de dossiers, beaucoup de projets qui sont en marche. Il y a des choses qui vont se faire en 2014, en 2015. Le gouvernement du Québec, d'ailleurs, a annoncé son intention de financer 100 des investissements qui seront requis pour les nouvelles voies réservées. C'est une bonne nouvelle. Le gouvernement nous encourage en ce sens-là. Il y a l'expérience client aussi. Je crois que comme client du métro, je vois comme les gens des choses qui vont très bien, d'autres choses qu'on peut améliorer. En termes de communication notamment, la communication se fait très bien avec les nouveaux fils Twitter maintenant. Mais le jour où on pourra obtenir les informations sur Twitter dans le métro aussi, ça va aller encore plus, ce sera encore plus utile, ces réseaux-là. Et c'est ce qui s'en vient avec l'implantation des réseaux cellulaires. Vous allez voir ça arriver au cours des prochains mois, des prochaines années aussi. Là, le processus va prendre quelques années, vous le savez. En termes d'expérience client, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait améliorer. Je vais en faire part aux équipes. Je vais leur faire part d'abord des idées qui me sont venues à force de me promener dans le métro. Il y a d'autres enjeux qui sont très importants. L'entretien des infrastructures, vous le savez aussi. Si on veut, je l'ai dit tout à l'heure, assurer une bonne fiabilité du réseau de métro et d'autobus, bien, ça prend des sous. Il faut rénover les systèmes. Vous savez qu'on le fait depuis quelques années. Il faut le faire encore. Il y a un déficit d'entretien. Et ça a un impact direct aussi sur l'expérience client. Un métro qui ne roule pas, ce n'est pas une bonne expérience pour le client, même si je fais remarquer qu'il n'y a pas eu d'arrêt de service important là, dans les dernières semaines. Donc, les gens se souviennent toujours des derniers, mais le dernier commence à faire longtemps. Je pense que les gens ici auraient de la misère à nous donner la date du dernier arrêt de service parce que ça fait un petit bout de temps. Alors, oui, il faut intervenir. Et pour faire tout ça, il faut avoir de meilleures sources de financement. On est là-dedans. On a passé une partie de l'avant-midi et une partie de l'après-midi aussi à examiner la situation financière de la STM. On a des devoirs à faire. On va aller rencontrer les personnes responsables. On va aller voir les élus pour leur demander de soutenir le transport collectif, parce qu'on estime ici que c'est important de le soutenir. On va aller aussi faire des interventions auprès du gouvernement du Québec. Il y a la politique de mobilité durable qui s'en vient. On a très hâte de voir ce qu'il y a là-dedans, parce que c'est une autre source éventuelle de financement qui pourra nous aider à planifier à long terme. Et donc, tous ces projets-là sont en cours et je vous assure que notre engagement vers le maintien du service est présent et qu'on a très hâte de vous présenter les projets qu'on a pour 2014, 2015, etc. Mais, Monsieur le Président, permettez-moi de formuler certaines inquiétudes pour les usagers. C'est avec le son de cloche qu'on a eu aujourd'hui de l'Hôtel de Ville. La première porte à laquelle il faudra aller cogner, c'est certainement l'Hôtel de Ville. Et avec ce qui a été annoncé aujourd'hui, que, bon, budget zéro gèle des effectifs, je ne doute pas que la Ville de Montréal soit en sureffectif, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas nécessairement au sein du réseau de transport. Et c'est une inquiétude avec ce qu'on a entendu aujourd'hui comme en termes de mots d'ordre ou de consignes budgétaires. C'est que qu'on n'aille pas dans la direction d'étrangler davantage le développement du transport. Écoutez, nous étions au CA toute la journée, donc je n'ai pas entendu ces informations-là. Mais bon, c'est des messages qui ont pu être dits dans d'autres forums. Alors oui, de notre point de vue, l'effort qu'on doit faire, c'est d'aller, c'est pas parce qu'il y a une croissance zéro d'un côté que ça veut dire qu'à l'intérieur du budget, il n'y a pas de place pour encourager le transport en commun. On l'a dit pendant la campagne, mais on a même évoqué du côté de l'administration la possibilité de transférer les activités et les revenus de stationnement de Montréal à la STM. Ça peut être des pistes qui peuvent être étudiées et je vous assure qu'on va faire tous les efforts pour aller rencontrer les bonnes personnes aux bons endroits pour être en mesure de vous présenter le résultat, la grille tarifaire le plus rapidement possible notamment.
Mais vous pourrez vérifier, Monsieur le Président, mais c'est un gel à tous les niveaux des budgets de la Ville de Montréal, sauf la police, sauf les pompiers, sauf... c'est un les gel travaux d'embauche. publics. C'est un gel Alors, d'embauche. c'est ça, oui. Mais un gel d'embauche, ça ne signifie pas un gel des ressources et des budgets. Là. Alors, l'administration a dit qu'il y aurait une augmentation de 2 donc liée à l'inflation du budget. Les temps sont durs pour la Ville, les temps sont durs pour tout le monde, mais on a pris l'engagement en campagne électorale. L'administration qui a été élue a pris quand même l'engagement de continuer à soutenir le transport en commun. Alors, soyez pas inquiets qu'on va aller faire les représentations nécessaires. Alors, on a besoin de votre soutien aussi pour faire valoir ce point de vue-là, pour que les gens comprennent que le transport en commun, c'est bon pour les gens qui le prennent, c'est bon aussi pour tous les autres. Bien, on compte sur vous, mesdames, messieurs du conseil d'administration, pour aller chercher une nouvelle bouffée d'air frais pour le transport en commun à Montréal. On va avoir des bonnes nouvelles quand même en 2014. On va voir les nouveaux trains Azur, on va avoir des voies réservées, vous allez avoir le cellulaire, vous allez avoir Ibus qui va s'en venir vers la fin de l'année. Il y a des belles choses qui s'en viennent pendant l'année. Soyez assurés qu'on continue quand même à aller de l'avant avec des beaux projets. Merci de votre attention et bonne soirée. Merci, M. le Président. Alors, ça met un terme à la période des questions. On passe maintenant aux éléments de l'ordre du jour. J'appelle l'article 1 de l'ordre du jour, adopter l'ordre du jour. Non, c'est pas moi qui le lis, c'est vous. C'est vous. OK. Alors, j'appelle l'article 1 de l'ordre du jour. Adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée en retirant l'article 14.1. Je le propose. J'appuie. L'article 1 est adopté. J'appelle l'article 2. Approuver le procès-verbal de l'Assemblée tenu le 20 novembre 2013. Je propose. Je l'appuie. Alors, l'article 2 est adopté. Article de la rubrique 3, contrat de biens. J'appelle les articles de la rubrique 3 de 3.1 à 3.5. 3.1. Adjuger un contrat à Oliver Ruber pour la fourniture de semelles de rechappage pour pneus d'autobus. 3.2. Exercer l'option d'acquérir des boîtes à perception pour autobus supplémentaires auprès de Garival pour la Société de transport de Laval. 3.3. Adjuger un contrat à Inuscience pour la fourniture de solutions écologiques de nettoyage industriel et de conciergerie. 3.4. Adjuger des contrats à Prévost, Girardin et Baker Transit pour la fourniture de pièces de rechange des rampes de marque Ricon. 3.5. Adjuger un contrat à Albi, Ford, Lincoln, Joliette pour l'acquisition de châssis pour carrosserie utilitaire. Je les propose. J'appuie. Alors, les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. Je veux juste dire deux éléments d'information. Semelle de rechappage de pneus, ça, c'est le genre de choses dont on n'a jamais entendu parler de sa vie, qu'on découvre en devenant président et membre du conseil d'administration de la STM. Alors, il s'agit de refaire la semelle du pneu qui, normalement, après 120 000 km, on l'enverra au recyclage. Mais on peut prolonger la vie d'un autre 60 000 km quand on fait ça. Alors, c'est un investissement qui permet de faire des économies. Le contrat d'Inuscience, 8 millions pour des produits de nettoyage, ça veut peut-être sourciller, mais c'est un contrat qu'on a octroyé pour 6 ans. Alors, c'est pour tous les éléments, tous les produits d'entretien, des autobus et du métro. Donc, il y a beaucoup, et des garages. Donc, c'est énormément de produits. Donc, c'est ce qui explique un montant qui peut vous apparaître un petit peu élevé. Alors, j'appelle maintenant les articles 3.6 à 3.9. 3.6. Adjuger des contrats à divers fournisseurs pour l'acquisition de véhicules routiers. 3.7. Adjuger des contrats à divers fournisseurs pour l'acquisition de carrosseries et remorques utilitaires. 3.8. Modifier le contrat à Contact Ruber pour la fourniture de ressorts héligo et supports élastiques pour voitures de métro. 3.9. Exercer l'option de renouvellement du contrat à Contact Ruber pour la fourniture de ressorts héligo et supports élastiques pour voitures de métro. Proposé. J'appuie. Alors, les articles 3.6, 3.7, 3.8 et 3.9 sont adoptés. Dans la rubrique 4, contrat de services et travaux, j'appelle les articles de la rubrique 4, donc de 4.1 à 4.5. 4.1. Adjuger un contrat à SSQ Groupe Financier pour les régimes d'assurance pour les employés membres de la Fraternité des constables et agents de la paix CSN. 4.2. Adjuger un contrat à Néolect pour la mise en place de mesures préférentielles pour bus sur l'axe Viau.
4.3, adjuger des contrats de services de transport par taxi régulier pour les personnes handicapées à divers fournisseurs. Vous ne voulez pas tous les nommer? Ça va, je blague. Ils seront disponibles demain sur le site Web. D'accord. Parce que toutes les compagnies de taxi de Montréal sont nommées. Ah oui, vous les voyez. 4.4, adjuger des contrats de services de transport par taxi accessibles pour les personnes handicapées à divers fournisseurs. 4.5, résilier le contrat à Proconstruction Parfait électrique pour l'entrée électrique pour Midibus au centre de transport Frontenac. Je propose. J'appuie. Alors, les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 sont adoptés. Maintenant, j'appelle les articles 4.6 et 4.7. 4.6, adjuger un contrat à Le Groupe Saint-Lambert pour la rénovation du bâtiment de prévention des incendies au complexe Saint-Denis. 4.7, adjuger des contrats de service à BFI Canada, Service Matrec et Kelly Sanivac pour l'élimination de matières non valorisables, de mise en valeur de matières résiduelles et d'élimination de résidus. Je les propose. J'appuie. Dans la rubrique 5, contrat de service professionnel, j'appelle les articles 5.1. 5.1, octroyer un contrat à Les Consultants Eric Higgins pour les services professionnels d'un médecin consultant au bureau de santé. Je propose. C'est appuyé. L'article 5.1 est adopté. Alors, il n'y a pas d'article dans la rubrique 6 ni dans la rubrique 7. Dans la rubrique 8, contrat Rénosystème, j'appelle l'article 8.1. 8.1, adjuger un contrat à Worth Rail pour la fourniture de barres de guidage et de courant. Je le propose. J'appuie. L'article 8.1 est adopté. Contrat infrastructure métro, rubrique 9, j'appelle les articles 9.1 à 9.3. 9.1, adjuger un contrat à Geneva pour les services professionnels en caractérisation des matériaux, devis et surveillance des travaux. 9.2, adjuger un contrat à Bruno Électrique pour la réfection du système d'éclairage dans diverses stations. 9.3, adjuger un contrat à Construction Interlag pour la réfection de la voûte de la ligne 4. On propose l'adoption. Je les appuie. Alors, les articles 9.1, 9.2 et 9.3 sont adoptés. Je souligne que le contrat 9.3 pour la réfection de la voûte de la ligne 4 fera l'objet d'une conférence de presse demain matin. Mais il y a déjà eu quelques informations qui ont circulé, alors je pourrais donner des détails après le conseil d'administration. Article de la rubrique 10, il n'y en a pas, ni dans la rubrique 11. Article de la rubrique 12, entente et baux divers, j'appelle les articles 12.1 à 12.5. 12.1, approuver la convention cadre ATUC 2014 pour divers achats regroupés. 12.2, exercer l'option de renouvellement du bail avec Hydro-Québec pour un terrain situé à l'angle des rues du Trianon et Sherbrooke. 12.3, approuver l'entente pour les services professionnels à fournir à l'AMT dans le cadre du projet de mise en place d'un système léger sur rail. 12.4, approuver l'entente de partenariat avec Hydro-Québec pour devenir membre du circuit électrique. 12.5, conclure l'entente avec la Ville de Montréal, arrondissement du Sud-Ouest, pour l'entretien du terminus Lionel-Gros. Je les propose. J'appuie. Alors, les articles 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 et 12.5 sont adoptés. J'appelle maintenant l'article 12.6. 12.6, autoriser le dépôt des demandes de subventions et la signature des conventions d'aide financière avec le ministère de la Culture et des Communications pour la restauration d'œuvres d'art. Je propose. J'appuie. L'article 12.6 est adopté. Vous avez des images de quatre des œuvres qui font l'objet du protocole, mais il y aura d'autres œuvres, M. Desrosiers, qui seront rénovées en vertu de ces ententes. Dans la rubrique système de pondération, j'appelle les articles 13.1 et 13.2. 13.1, adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la réalisation de plans et devis pour la programmation et la surveillance des feux prioritaires pour bus. 13.2, adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels en revue d'architecture et sécurité, VRAD et Extra. Je les propose. J'appuie. Les articles 13.1 et 13.2 sont adoptés. Et dans la rubrique 14, l'article 14.1 a été retiré. 14.2. 14.2, reconduire le programme Sortie en famille pour le congé des fêtes 2013.
Appuyé. L'article 14.2 est adopté. Le programme Sortie en famille est un vif succès année après année. C'est en vigueur depuis 2 ans. Et donc, ça nous fait plaisir de le reconduire pour cette année. Alors, sur ce, ceci met fin à l'ordre du jour. Est-ce que j'ai dit l'article 14.2 est adopté? Je l'avais dit. Okay. Ceci met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du mercredi 4 décembre 2013. Merci d'avoir été là. On se retrouve en février pour la prochaine Assemblée, ou peut-être avant.